Docteur Papouma Ndiaye, je suis médecin du travail et je suis diabétologue. Qui dit médecin du travail dit prévention. Et c'est dans ce cadre que je voudrais aujourd'hui vous sensibiliser par rapport à une maladie qui me tient à cœur et pour laquelle je me suis spécialisé et pour laquelle également je porte un grand intérêt. Vous comprendrez le pourquoi quand j'aurai fini de développer sur cette maladie, qui est le diabète. Le diabète constitue un problème de santé publique, un véritable problème de santé publique. Et par définition, le diabète, ce n'est rien d'autre qu'une maladie, un état d'hyperglycémie chronique. Quand on parle d'hyperglycémie, c'est lorsque le taux de sucre est élevé au niveau du sang. Par illustration, la définition de l'OMS, c'est lorsque vous avez une glycémie, on vous parle de taux de sucre dans le sang, alors que vous êtes à jeun, au moins de 8 heures de temps, vous avez une glycémie supérieure à 1,26 grammes par litre, dites-vous que vous êtes diabétique. D'autant plus que vous avez des symptômes. Vous urinez beaucoup, vous maigrissez. Mais il y a des cas où il n'y a aucun symptôme qui vous fait penser au diabète. Et c'est des cas où le diabète est découvert de manière fortuite. Au Sénégal, cette prévalence n'a été étudiée qu'en 2016. C'était la première étude nationale. Et on a une prévalence nationale estimée à 3,4% chez les personnes âgées de 18 à 69 ans et 7,9% chez les plus de 45 ans. Pourquoi on parle du diabète? L'intérêt également réside dans la précocité, dans la nécessité de la prise en charge précoce eu égard aux complications que peut procurer le diabète. Les complications, c'est simplement les complications d'ordre cardiovasculaire. Le diabète cause beaucoup de maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire des maladies qui touchent le cœur et les vaisseaux. Le diabète est le premier pourvoyeur d'insuffisance rénale. Vous avez tous entendu parler de l'insuffisance rénale. Maintenant, pour tout cela, il faudrait une prise en charge précoce du diabète. Mais avant la prise en charge, il faudrait avoir donc la culture d'aller se faire dépister. Il faut se faire dépister. Surtout quand on est sujet à des facteurs de risque. Souvent, malheureusement, il y a des complications qui sont déjà là quand le diabète est découvert. Quand vous avez une partie du pancréas qui est détruite à peu près à 70%, là, vous savez que pratiquement ça ne donne plus d'insuline. Donc, la personne aura besoin qu'on lui apporte de l'insuline exogène. Ce sont les insulinodépendants. Il y aura des cas où le pancréas fabrique de l'insuline, mais que cette insuline ne joue pas effectivement le rôle qui lui est assigné. Et dans ce cas, on parlera du diabète de type 2, il faudra apporter des médicaments qui vont aider cette insuline à jouer pleinement son rôle. L'insuline, son rôle, c'est simplement, quand il y a une hyperglycémie au niveau du sang, de stocker cet excès de glucose, cet excès de sucre au niveau du foie, au niveau des muscles, jusqu'à ce que l'organisme en ait besoin. Mais s'il n'y a pas d'insuline, vous imaginez que cela ne pourra pas se produire. L'excès de sucre dans le sang va détruire les vaisseaux. Et cela va causer des complications, donc, que j'ai évoquées tout à l'heure, à savoir les complications cardiovasculaires, l'insuffisance rénale, la cécité, l'atteinte des nerfs, etc. Malheureusement, le temps nous est escompté et je ne pourrais pas aller plus loin que ça. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, moi c'est Evelyne, Madame Aimée, sage-femme d'État. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le métier de sage-femme, qui est un métier très beau et très long. Cependant, chaque accouchement est un voyage unique. Il n'y a rien de plus beau que d'être la personne qui accompagne ces dames et de partager les plus beaux moments de leur vie. Enfin, je dirais, être sage-femme, c'est avoir ces mains gracieuses par qui toutes ces vies passent. Sage-femme aujourd'hui, sage-femme demain et sage-femme pour toujours dans l'âme. Madame, mademoiselle et monsieur, chères autorités, à vos rangs et titres, recevez mes salutations les plus sincères. Alors ce soir, c'est un plaisir pour moi d'être là
pour vous présenter un projet qui me tient à cœur. Un projet pour la bonne marche de notre pays, le Sénégal. Alors l'idée de mon projet part d'un constat que vous conviendrez avec moi au suite de mon discours. Vous savez, on parle du Sénégal, on parle du pétrole, la malédiction du pétrole, de l'or noir. Aujourd'hui, le Sénégal a des ressources très importantes avec des produits à haute valeur commerciale. Je veux parler des dérivés du pétrole. Alors, en ma qualité d'ingénieur des produits dérivés du pétrole, je voudrais vous présenter mon projet du nom de Casa Oil, une compagnie de distribution des hydrocarbures. Alors, chers investisseurs, madame et messieurs, je vous prie d'adhérer à ma cause et de subventionner ce projet pour un Sénégal meilleur, un Sénégal de développement, un Sénégal fort, un Sénégal pour la joie, un Sénégal pour prospère, pour un sommet meilleur. Je vous remercie. Je suis Grace Jennifer Wimbo. Au Sénégal, la dépigmentation est un effet de mode de la plupart des femmes qui s'y bloquent. Cette pratique consiste à s'éclaircir la peau avec des produits éclaircissants qu'on vend sur le marché, qui malheureusement dans ces femmes ne se rendent pas compte des effets néfastes qui encourent. Au travers de nos recherches, il a été de savoir quelles sont les causes qui poussent ces dames à faire recours à la dépigmentation, notamment l'imitation. Ici, en Afrique, nous avons tendance à imiter les stars d'Europe. Je vais prendre l'exemple de Nicki Minaj, par exemple, qui est de teint clair. Moi qui suis noire, complexée par son physique, complexée par la couleur de sa peau, je me dis que je ne suis pas assez belle comme elle. J'aimerais aussi vous parler des conséquences. La dépigmentation peut avoir des effets comme des problèmes de la peau, le risque de développement des cancers, les brûlures de la peau qui laissent des cicatrices mais vraiment déplorables à vue d'œil, l'apparition abondante des vergetures, le vieillissement de la peau qui est précoce. Une jeune fille de 20 ans, vous la voyez dépigmentation, mais elle a l'apparence de maman Rachel qui est plus âgée qu'elle. Est-ce normal? Beaucoup de questions se posent. En outre, la beauté ne signifie pas forcément teint clair, mesdames, s'il vous plaît. Chaque couleur a ses avantages. La peau noire fait beaucoup plus refléter la lumière. Elle est dotée de toutes les qualités, résiste à notre chair et chaud soleil par rapport à la peau claire. Celle-ci est plus résistante et vieillit mieux. Chère dame, chère sœur, chère maman, aimez et sublimez, entretenez votre peau noire, car qu'elle soit claire et belle ou noire, c'est la vie. Je me dis que le bon Dieu n'a pas été injuste. Celui qui dépigmente sa peau n'est pas à l'image de Dieu. Je vous remercie. Bonjour à tous. Moto a 21 ans. C'est un jeune étudiant qui a sa licence à l'Université de la région en mine et hydrocarbures. Moto est l'aîné d'une fratrie de 7 enfants. Son père est diabétique et malheureusement amputé de les 2 membres. Sa mère vend des arachides et des fruits de saison dans le quartier. 5 de ses frères sont scolarisés, 2 autres sont de bas âge. Son père estime qu'il est temps que Modo se marie, prenne une jeune épouse. Et qui de mieux que la fille de son grand cousin, qui a son atelier de mécanique. Modo est désemparé, confus. Les questions se bousculent dans sa tête. Les questions s'enchaînent. La société voudrait que Modo respecte le choix de son père et prenne sa jeune cousine. Mais la raison voudrait que Modo ait le choix. Parce que s'il prend cette épouse, il sera obligé de subvenir aux besoins de cette dame. Il sera obligé également de travailler, de doubler d'efforts pour aider sa mère et pour scolariser ses frères. La famille lui met la pression. Il doit
comprendre cette jeune dame. Tel est construit la société. Cherté des études supérieures, mariage forcé, arrangé, conflit intergénérationnel, absence de libre arbitre, tout cela désempare Maud. Il tombe en dépression. Maud est très souriant, Maud est joyeux, Maud est accueillant, Maud discute avec tout le monde, Maud est de bons conseils. Mais est-ce que quelqu'un comprend ce que Maud vit? Y a-t-il quelqu'un qui soutient Maud? Y a-t-il quelqu'un de présent pour Maud? Est-ce que quelqu'un comprend les émotions de Maud? Personne ne voit le vrai visage de Maud derrière ce masque si joyeux, derrière ce masque si content, si gai. Des mots qui rongent notre société, notre jeunesse. Une société dans laquelle une soif accrue de révolution ne cesse de croître. Réussir sa vie ou réussir dans la vie est un dilemme face auquel nous, jeunes Sénégalais, sommes confrontés. Et aujourd'hui, j'invite toute la société à considérer ce qui est vraiment important dans la vie d'une personne et de considérer la pression familiale dont nous-mêmes nous pouvons en être la cause. Merci. Chers investisseurs, chers collaborateurs et partenaires, bonjour. C'est M. Joseph Yannick, ingénieur polytechnicien en génie mécanique de formation, chef d'entreprise à la tête d'une société de fourniture industrielle et de pièces détachées. Porteur de projet de Comis Énergie, une société de distribution de gaz butane et de centres amplisseurs. La distribution du gaz butane au Sénégal est un secteur porteur avec un taux de croissance de 7% annuel. La demande du marché local est estimée à 2,6 millions de tonnes par an selon la Petrocel, la société de pétrole au Sénégal. Ce serait un honneur, chers investisseurs, de m'employer 1,5 milliard de francs CFA pour le compte de ce projet. Ce projet sera une solution pour la réduction du chômage des jeunes, la promotion de l'expertise locale au Sénégal et l'emploi des jeunes. Cette usine permettra de créer plus de 200 employés directs et de 100 employés indirects. Chers investisseurs, chers collaborateurs et partenaires, c'était un immense plaisir d'être là pour parler d'affaires. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le point commun des gens qui réussissent est la confiance en soi. Et c'est dans ce sens que j'aimerais partager avec vous ce thème qui me porte à cœur, qui est la confiance en soi. Il suffit juste d'observer les gens à succès qu'on admire pour s'apercevoir qu'ils ont tous une grande confiance en soi. Pour parler aujourd'hui de confiance en soi, j'aimerais toujours rappeler ces trois mots, à savoir, le premier mot-clé porte sur l'intérieur. La confiance en soi est en nous, présente depuis nos premiers jours et se développe tout au long de nos vies. Et je m'en vais vous parler du deuxième mot, évidemment, c'est le courage. Le courage est la prise de conscience de notre capacité avant de passer à l'action. Nous avons tous de grandes capacités, mais nous ne les utilisons pas de nos jours. La confiance en soi permet justement de libérer tout notre potentiel, ce qui nous donne le courage de réaliser ce qui est important pour chacun d'entre nous. Et le troisième mot-clé, suffisamment, il s'agit du mot agir. C'est une des clés principales de tout apprentissage, comme nous le savons tous. Oui, nous découvrons comment, avec de toutes petites actions, nous pouvons développer notre confiance plus rapidement que vous ne pouvez l'imaginer. Mesdames et messieurs, cultivons de nos jours cette confiance en soi pour aller de l'avant là où nous voulons y être. Oui, mesdames et messieurs,
C'est tout que je voulais partager avec vous. Merci. Vous savez, les gars, à la maison, maman m'a battu, papa m'a battu. C'est pourquoi je vais parler aujourd'hui de l'éducation, du châtiment dans l'éducation. Quelle est sa place, quelle est sa valeur pour l'enfant? Est-ce qu'il a une valeur? À l'école, au primaire déjà, j'étais tout le temps battue. Au CM2. Au collège, les professeurs se permettaient de nous insulter, de nous parler mal, de nous crier dessus. Quelquefois, ça faisait très mal. Ils ne connaissaient même pas la vie de l'enfant, mais ils lui parlaient mal. L'année dernière en classe, j'ai demandé aux élèves d'apprendre à s'assumer dans la vérité, à assumer leur vérité ou leur tort. On n'a pas besoin du châtiment, c'est ce que j'ai découvert, c'est ce que je partage. Ne châtiez pas vos enfants, apprenez-leur à s'auto-éduquer en partant de votre éducation. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mes chers concitoyens, aujourd'hui nous nous réunissons pour célébrer et réaffirmer l'importance fondamentale de la citoyenneté. La citoyenneté n'est pas simplement un statut juridique, mais plutôt un engagement profond envers notre société, notre communauté et nos semblables. C'est un lien sacré qui nous unit tous, indépendamment de nos origines, de nos croyances ou de notre statut social. En tant que citoyens, nous avons le pouvoir et la responsabilité de façonner l'avenir de notre société. Cela signifie prendre position contre l'injustice, l'intolérance et l'oppression, et œuvrer pour un monde où chacun a la possibilité de réaliser son plein potentiel, quelle que soit son origine ou sa condition. La citoyenneté est également synonyme de solidarité et d'empathie envers nos citoyens. Cela signifie tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, soutenir les plus vulnérables de notre société et travailler ensemble pour surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés, qu'ils soient d'ordre social, économique ou environnemental. Enfin, la citoyenneté exige un engagement envers la préservation de notre planète pour les générations futures. En tant que gardiennes de notre terre, nous avons le devoir de protéger notre environnement, de préserver sa diversité et de veiller à ce qu'il reste un lieu accueillant et viable pour tous les êtres vivants. Mes chers citoyens, la citoyenneté est un précieux héritage qui nous a été transmis par ceux qui nous ont précédés. Et c'est notre devoir de le préserver et de le transmettre aux générations futures. En restant fidèles aux valeurs de justice, d'égalité et de solidarité, nous pouvons construire un avenir meilleur pour tous. Je vous remercie. Madame et Monsieur, bonsoir. Je viens aujourd'hui devant vous pour vous parler d'un point sensible, le refus de la paternité. La naissance d'un enfant est pour beaucoup un rayon d'espoir, et pour d'autres
une descente aux enfers. Surtout quand celui qui est supposé être le père refuse la paternité. Une fuite de responsabilité, le refus catégorique de reconnaître ce petit bout de chou qui n'a jamais demandé à être conçu. Grâce à ces mots doux qui ont poussé à la femme d'accepter cette relation, la femme se donne, je dirais, facilement. Et une fois l'acte passé, et qu'il y ait cette grossesse, la femme lance à l'homme refuse tout en disant que je n'en suis pas responsable, c'est toi qui es la responsable parce qu'au moment de passer à l'acte, tu pouvais te protéger et pourtant la responsabilité devait être une chose partagée entre eux deux. Alors, aujourd'hui, j'aimerais juste dire que, avant de passer à l'acte, de réfléchir, de voir, certes de faire l'amour est un moment de plaisir, un moment de partager du tout, mais il faut vraiment être conscient des actes d'une relation non protégée, les conséquences